comment? Une collaboration. C'est ce qu'on Une voulait. collaboration, Moi. tout ce que tu veux, tout ce Ouais. que tu veux. Mais maintenant, il faut qu'on sache, il faut qu'on dise que si l'international rentre selon ses besoins et non selon les besoins des Haïtiens, avec des programmes tels que ça a été fait depuis 1994, eh bien, ce type d'intervention-là, on n'en veut plus. Moi, je ne vais pas dire depuis quand. Oui, ça s'est déjà fait, mais je voudrais tellement qu'aujourd'hui, que l'international s'assoie avec les Haïtiens et dialogue et prépare et planifie une intervention vraiment faite pour les besoins des Haïtiens. Je ne dirai pas cette phrase-là parce que je l'ai toujours déploré, la façon de rentrer en Haïti, et les entrées en Haïti ont toujours donné, bon, Et jusqu'à voilà. ce Et qu'on voilà, a tu as là. toujours déploré, ça a toujours donné la même chose. Ah ben Qu'est-ce oui, qui, qu'est-ce que, qu'est-ce qui changerait là, pour que je, l'international fasse autrement, particulièrement le Canada, sinon le dire? Non, oui, mais c'est au moins l'impression que le Canada laissait. Et moi qui suis pour une coopération technique, tu sais, de renforcement de la police, etc., qui n'est pas... j'étais content de l'approche canadienne. À un certain moment, on nous a même laissé comprendre qu'il y avait un semblant de table de concertation, de discussion, où une fois on discute avec Mélanie Joly, ou une fois on discute avec un tel, etc. Mais c'est de la poudre aux yeux. En fait, il n'en fut jamais rien en matière de coopération réelle. Dans le Nouvelliste de ce matin, puisque une fois de plus j'ai pas dormi, donc j'ai fait la revue de la presse, dans le Nouvelliste de ce matin, il y a une entrevue accordée par la ministre de la Justice, Emily Prophète, qui ne parle d'ailleurs qu'aux Nouvellistes, et on entend Madame Prophète raconter que rien n'a été livré dans tout ce qui se dit. C'est-à-dire qu'apparemment, les récents blindés qui ont été achetés ne sont pas ceux qui sont livrés par le Canada. L'accord, enfin, l'achat des blindés. Il y a une promotion qui vient de sortir, qui n'a pas d'armes, c'est-à-dire que c'est la police rurale d'antan, les souquettes la osé. La police rurale. Ça veut dire, non, tu avais le chef de section qui avait La police administrative. Bon, ça veut dire que avoir de police rurale aujourd'hui, Pierre-Emmanuel. tu es dans un contexte de guerre et tu as des promotions de police. La promotion d'avant, tous les policiers n'ont pas encore une arme, et la récente, celle qui est sortie, n'a pas d'arme. pas tout. Toute la promotion, c'est-à-dire que ce sont des policiers qui sont sortis et qui n'ont aucun moyen de fonctionnement. Là encore, c'est une aberration. L'État va payer les policiers, enfin, quand on les paye, va payer les policiers, va prendre soin de ces policiers, etc. Mais ce sont des policiers qui vont rester à l'académie de police. Pour courir après les voleurs de poules. Pour courir après eux-mêmes. Après les cabris, les voleurs de poules peuvent être armés. Ah, mais ça veut dire quoi? Les cabris, c'est généralement... Ça veut dire, mes amis, au-delà du fait de ne pas pouvoir envoyer des hommes, on aurait pu envoyer des formateurs, au moins envoyer en Haïti le matériel pour lequel le pays a payé.
c'est 28 millions de dollars de Et ça contrat. représente beaucoup d'argent, ce qui est une risée pour le Canada. Oui. Pour nous, c'est beaucoup d'argent. Absolument. Alors, mais Ça, c'est pour les tanks. C'est à côté, mais oui. Mais pourquoi Emily Prophet va faire de telles déclarations aux nouvellistes, mais ne s'en formalisera pas plus, dans le sens de faire des réclamations acquis de droit? C'est une entente qui est signée entre le Canada et Haïti pour ce qui reste encore d'Haïti, hein, n'est-ce pas? Ça représente une partie qui négocie avec une autre partie. On ne te livre pas la marchandise pour laquelle tu as payé, ben, tu as droit de poursuivre, tu as droit de faire des réclamations. Que fait Haïti dans les circonstances? Et je ne suis pas sûr que cette négociation-là soit faite avec le gouvernement canadien. Mais il n'y a pas de négociation. Il y a des vendeurs d'armes, il y a des marchands d'armes au Canada. La livraison de ces armes-là, là, c'est des vendeurs d'armes, là. Oui, et... Et si l'entente... Ah ben, tu oublies l'entrevue qu'avait donné... Pardon? Tu oublies l'entrevue qu'avait donné Sébastien Carrière, Oui? oui, sur le fait que le Canada allait livrer ces tanks, mais qu'il fallait faire attention pour que ces tanks ne tombent pas en deux. C'est-à-dire endossant la responsabilité que quelque part le blocage vient. D'ailleurs, Emily Prophet dit que le blocage vient d'un côté administratif. Soit dit en passant, quand tu liras l'entrevue, Madame Milsé s'est fait peut-être briefer sur un coin de table, mais n'est pas au courant de grand-chose. Tu parles de... De la ministre de la Justice et à la Sécurité publique. Bon. Alors, normalement, ces ententes-là ne se font pas avec l'armée canadienne ou avec le gouvernement canadien. C'est ce que je suis en train de dire. Oui, le gouvernement canadien a un œil sur ces transactions-là pour éviter que les armes aillent à des guerriers russes à travers le monde dans des luttes et des guerres, n'est-ce pas? Mais c'est des entreprises privées avec lesquelles les pays qui achètent des armes, ben c'est avec ces entreprises-là qui sont des fournisseuses d'armes, n'est-ce pas? Et s'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas, ben il faut aller voir le fournisseur qui n'a pas livré la marchandise. Comment se fait-il que la ministre est en train de se plaindre aux nouvellistes et de faire absolument rien? Oui, mais Jean-Ernest, je Oui? ne comprends pas tout à fait. Si c'est pas avec le Canada que Haïti a négocié cet achat d'armes et que le Canada ne fait que surveiller pour s'assurer d'eux, pourquoi est-ce que l'ambassadeur du Canada, comme Pierre-Emmanuel l'a dit tout à l'heure, pourquoi est-ce qu'il s'en est mêlé de la livraison? Pourquoi, et quand on dit que le Canada fournira à Haïti, ils ne l'ont pas corrigé. Alors, quand on dit le Canada, c'est une entreprise canadienne. Non. Une entreprise canadienne n'est pas le Canada. Quelle idée? C'est le gouvernement, c'est l'État canadien. Non, sinon, vous souvenez-vous... Une entreprise... Absolument, sinon c'est l'État canadien. Vous souvenez-vous, au moment où il était question de ne pas livrer des armes à l'Arabie Saoudite et qu'on a trouvé l'entreprise qui livrait des voitures blindées, justement, des camions ou en tout cas des équipements de cette nature-là, c'est en principe le gouvernement doit superviser, doit savoir à qui ces entreprises-là vendent des armes, mais le gouvernement lui-même est en train d'acheter des armes d'entreprises canadiennes, d'acheter des armes, des avions de CF-18, mais ce n'est pas du gouvernement américain, mais c'est d'entreprises, comment s'appellent les entreprises qui fabriquent des armes sophistiquées aux États-Unis, au Canada. C'est des entreprises privées, ça. Mais le gouvernement canadien a une supervision
pour s'assurer que les armes livrées par les entreprises canadiennes ne tombent pas entre les mains de bandits de grand chemin. L'industrie militaire Oui, est d'abord et avant tout constituée d'entreprises privées. Mais avec l'État, que ce soit américain, que ce soit canadien, que ce soit, etc., quand il y a, comme tu l'as souligné, des livraisons d'armes. D'ailleurs, le Canada lui-même achète des armes, le Canada lui-même, c'est-à-dire que l'entité État, mais quand les armes doivent être livrées et que l'ambassadeur te raconte que l'État est en train de gérer la ci, la ça, etc., Jean-Ernest, tu avais, ne serait-ce que par rapport à l'Ukraine, tout ce qu'il y a de mouvement alors que tu disposes que des entreprises, que l'industrie militaire aurait pu négocier avec l'Ukraine directement, etc., à un certain moment, l'État dit que ça ne partira pas de chez nous. C'est-à-dire que des armes de fabrication canadienne ne seront pas directement impliquées, etc., jusqu'à ce que les interdictions soient levées. L'État allemand a dit... Oui, Jean-Emmanuel, oui. il y a une nuance dans le dossier de l'Ukraine et ça devrait nous insulter davantage parce que l'Ukraine qui reçoit les meilleurs, n'est-ce pas, du Canada, ne négocie pas directement avec le fabricant canadien, c'est des dons du gouvernement du Canada. Donc, c'est le gouvernement du Canada qui achète du fabricant canadien et qui transfère à l'Ukraine. C'est comme ça que ça se passe. Tandis que dans le cas d'Haïti, le gouvernement haïtien théoriquement négocie avec le fabricant canadien et le gouvernement canadien est là pour superviser est-ce que, bon, c'est aux bonnes personnes, etc., pour que les armes, en principe, ne tombent pas entre les mains de bandits. Remarquez sauf que le Canada avait pris tout le crédit de ces armes-là pour Haïti. Je m'excuse là. Ben oui, mais ça change absolument rien. Oui, ça change. Non, Asma, laisse-moi terminer. Ça ne change absolument rien dans le sens que celui qui est redevable, celui qui doit s'assurer que la marchandise livrée est de bonne qualité et la marchandise livrée peut être utilisée pour faire la fonction pour laquelle elle a été achetée, mais c'est le fabricant. Oui, mais on est d'accord. Et quand celui qui reçoit l'arme ou la marchandise n'est pas satisfait de la qualité de la marchandise, il doit s'en plaindre au marchand, au fabricant. Bon, maintenant, ce qu'on te dit, et tu viens avec l'exemple de l'Ukraine confirmer la chose. J'ai souligné tout à l'heure, l'industrie militaire est privée, que ce soit dans la fabrication, que ce soit dans le commerce, et l'État achète de ça, ok, de l'industrie. Maintenant, ce qu'il y a, c'est que justement, avec l'exemple de l'Ukraine que tu viens de donner, et dans notre cas, c'est encore pire, parce que c'est l'État, ce n'est pas un don du Canada, c'est l'État haïtien qui a acheté ces armes de ce fabricant. La seule chose, on a vu avec quelle rapidité, et ça c'est, je ne reviens pas sur ce que Asma soulignait tout à l'heure, sur le fait que l'ambassadeur du Canada, le gouvernement canadien a laissé comprendre que c'était un don à Haïti, au point où systématiquement on a dû insister sur le fait que cet argent-là, c'était l'argent du peuple haïtien, parce qu'Ariel Henry et ses comparses n'ont absolument rien à voir, c'est l'argent qui aurait dû être utilisé autrement pour le peuple haïtien. Ok? Donc on a systématiquement insisté sur le fait que ce n'était pas un don du Canada, que c'était un achat du gouvernement. Tellement les Canadiens laissaient comprendre que c'était un don, que c'était dans leur volonté d'aider à résoudre la crise de la sécurité. Ok, ceci étant dit, est-ce que vous avez vu la rapidité avec laquelle on a trouvé les tanks
pour les blindés, les ci, les ça et patati et patata pour l'Ukraine. Alors que, d'après ce que j'ai compris, ce n'est pas un problème de fabrication, c'est un problème de livraison et le blocage vient du gouvernement. Sébastien Carrière avait dit que c'était une façon d'empêcher, et on le regardait aussi de cette façon, c'était une des hypothèses évoquées dans nos analyses, que devant le problème de gestion de cette police, qui mériterait d'ailleurs un vetting, ce que l'international pourrait aider à faire, avec leur système de contrôle, ce que le Canada devait faire, c'était de faciliter donc la livraison de ces blindés. Faciliter la livraison de ces blindés, et là encore, il s'en est vanté ce côté livraison, l'ambassadeur américain, quand les 2 tanks avaient été livrés à Port-au-Prince, c'est-à-dire que systématiquement, c'est l'État canadien, c'est le gouvernement canadien qui assume le fait que ces blindés n'ont pas été livrés. Ou est-ce que ça, et c'est là où tu as raison, Madame Prophète devait-elle se contenter de se plaindre aux Nouvelles ou dans les jupes, mais sauf que on les respecte pas plus. Elle a dit une chose intéressante. L'international juge Haïti comme une mineure, traite Haïti comme une mineure. Et c'est vrai. Parce que Haïti se comporte en mineur. Absolument. Et c'est vrai ce que tu dis aussi. Devant l'international. Elle Oui. aurait dû avoir honte de dire ça. Ah non mais, Franchement. honte de quoi là? Est-ce qu'on est Qu'elle se la ferme. est-ce d'abord. qu'on est capable encore de s'indigner encore plus d'avoir honte? Il y a tellement de raisons d'avoir honte. Enfin. Bref. Concrètement, Moi, je regarde la situation d'Haïti aujourd'hui, puis je me dis, finalement, l'international va arriver à ses fins. Finalement. ouais. Parce que moi, la fin que tu évoques, pour moi, c'est vraiment qu'on soit complètement écrasé. Parce que qu'on soit à terre, l'objectif c'était qu'on soit à terre, on est à terre. Là Mais maintenant, c'est... sauf que, ils attendent un prétexte pour déclarer qu'il y a une guerre civile en Haïti pour qu'ils rentrent. Et pour ça, ils n'auront pas besoin de l'unanimité des Haïtiens. Ben, c'est ça l'idée. C'est ça l'idée. Et on peut déboucher effectivement sur un génocide pour justifier. C'est ça le cynisme que je dénonce depuis le début. Voilà. Le cynisme de la communauté, de cette communauté internationale. On nous a mis à genoux. On nous a mis à Et terre. là, on reste à genoux, on reste couché, sur Ouais. le ventre, sur le... Plate à le corps, terre. Et puis on attend. Absolument. Et ce Moi, que... je pense que la Et ce que communauté toute cette parole fait, c'est que, ça détruit tout espoir. Deuxièmement, cette capacité, bon, je vois qu'il y a de plus en plus de mouvements de brigades de vigilance qui prennent corps. Et puis troisièmement, ce qu'il y a de plus terrible dans ça, c'est que ça renforce la violence dans les différents quartiers de Port-au-Prince. Du pays, pas de Port-au-Prince, du pays. Parce qu'il ne faut pas oublier que la situation est encore plus difficile dans le Bas-Artibonite. Hier soir, je discutais avec des amis et il y en a un qui est revenu d'Haïti et qui parlait de la réalité. On parlait de Port-au-Prince et lui, il me parlait de la réalité dans l'Artibonite, à large. Moi, je pense honnêtement là que la communauté haïtienne au Canada devait s'arranger pour faire comprendre clairement à Justin Trudeau qu'il nous a passé dans Tintin et que on l'a à l'œil. Parce que ça se peut pas, ça ne se peut pas qu'un gouvernement qui a pris des sanctions avec aucun résultat,
un gouvernement qui a envoyé un avion sillonner le ciel de Port-au-Prince, qui est revenu avec aucune information publique, mais le gouvernement a un problème avec le public, là, aucune information publique. Maintenant, 2 bateaux de guerre dans la mer haïtienne, sans savoir pourquoi, sans savoir qu'est-ce qu'ils font, et qu'aujourd'hui, on n'entend plus rien de ce gouvernement, ben, il va falloir qu'à un moment donné, qu'on pousse, et qu'on pousse très fort pour lui faire comprendre qu'on a tout compris. Ouais. Justin Trudeau est dans le comté de Papineau, le comté de Pettigrew. C'est le ministre de... C'est en 2004, Jean-Ernest, qu'il avait... Ou bien c'est... Non, c'est ça. C'est... Hein? Tu parles de... Parce que bon... De Pierre Pettigrew, le ministre des Affaires étrangères de Papineau, qui était député de Papineau, qui avait été battu par... C'est ça. C'est en 2004. C'est après le coup d'État de 2004. Viviane Barbeau. C'est ça. Le rôle, les Haïtiens avaient donné à ce ministre qui était, qui était puissant, qui était, c'était quand même un ministre des Affaires étrangères, leur avait donné une réponse dans différentes mobilisations d'ailleurs. Après le coup d'État de 2004, c'était de le renvoyer. Est-ce qu'on est capable encore de s'indigner et de se mobiliser? C'est la grande question. Alors, donc, oui, il faudrait effectivement faire comprendre au Parti libéral, pas seulement Justin Trudeau, mais le Parti libéral qui prend les Haïtiens pour acquis de tout temps. Les Haïtiens ont toujours voté pour les libéraux. Et c'est vrai que les Haïtiens ne peuvent pas toujours faire la différence. Mais les Haïtiens, il y a des comtés dans lesquels les Haïtiens peuvent faire la différence. Ils sont suffisamment nombreux dans certains comtés. Et puis, peut-être pas Papineau, mais le comté de Bourassa, où il y a un Haïtien d'origine. C'est notre ami qui ne dit mot, généralement qu'on sent. Comment se fait-il que Dubourg ne dise absolument rien dans ce qui se passe? Est-ce que Emmanuel Dubourg peut sortir de ses gonds et désavouer la politique de Justin Trudeau? Mais j'aimerais, même s'il ne peut pas y aller aussi fort, mais est-ce qu'il peut venir faire une déclaration comme il l'a toujours faite par rapport à ce qui se fait, ce qui ne se fait pas par le gouvernement canadien qui avait promis au peuple haïtien qu'il allait se passer quelque chose. Or, depuis plus de 5 mois, 6 mois que ces promesses-là sont là, ça fait Biden, ça fait combien de temps là? Hein? Alors, depuis le temps qu'il y a des promesses, on est dans l'attente et chaque jour qui passe et qu'on attend que rien ne se passe, eh bien, ça fait du tort aux Haïtiens. Alors, si Emmanuel Dubourg veut vraiment garder la confiance des Haïtiens, garder l'adhésion des Haïtiens, mais il va falloir c'est pas Emmanuel Dubourg à décider, je suis convaincu, s'il était capable de décider, c'était lui qui prenait les décisions, il aurait pris des décisions favorables à Haïti. Convaincu de ça. Mais tu es un député dans un caucus libéral, il faut de temps en temps faire entendre ta voix. C'est pas vrai que Madame la vice-première ministre Chrystia Freeland est 50 dans le gouvernement de Trudeau ou dans le caucus des ministres. Et pourtant, on respecte l'Ukraine parce que c'est une ressortissante de l'Ukraine. Et tout ce que l'Ukraine ne demande pas, on le lui donne à l'Ukraine. Et avant même la guerre, tu t'en souviens, vous vous en souvenez, avant même la guerre, Chrystia Freeland avait déclaré la guerre à la Russie, au point où elle était persona non grata en Russie.
Oui. Et on disait, vous imaginez que le Canada a une ministre des Affaires étrangères qui ne peut pas se rendre... Mais il y en a beaucoup d'autres. Il y a des gens de l'opposition aussi. Il y en a beaucoup non, d'autres. mais je veux dire, ça c'était bien avant. Et les analyses c'était pourquoi le Canada choisissait quelqu'un qui était aussi impliqué. Honnêtement, moi, je crois que, comme tu l'as souligné, là même, on est même en train de penser à elle comme une candidature à l'OTAN, comme secrétaire général de l'OTAN, absolument. Et ce qu'il y a, est-ce que Mano Dubourg s'est fait aussi rouler dans la farine? Parce que je crois qu'il est de bonne foi, Emmanuel Dubourg par rapport à Haïti, et qu'il est probablement, et c'est là où je te rejoins, qu'il est probablement aussi déçu de l'attitude de son gouvernement, d'autant qu'il a été sur toutes les tribunes, porte-parole quasiment, y compris dans les médias à Port-au-Prince même en Haïti, pour alimenter l'espoir que le Canada voulait faire quelque chose par rapport à la situation. Donc j'imagine que c'est justement ça. On parlait de la capacité d'avoir honte. Peut-être que notre député a une petite gêne, tu comprends, par rapport justement à l'attitude de son gouvernement. Alors, on prend deux situations. On prend celle de Chrystia Freeland. Elle agit à titre de ministre, pas n'importe lequel titre de ministre, n'est-ce pas, extrêmement important. Et on parle d'un député qui a quelques fonctions. On dit que c'est pas le même niveau. On s'entend. Mais est-ce que je vais jusqu'à faire la comparaison entre un peuple qui s'appelle l'Ukraine, qui est un peuple fier, un peuple blanc, un peuple bâtisseur, un peuple, et puis on prend le peuple haïtien, qui est un peuple de rien du tout, mais on oublie quand même que ce pays-là a une histoire qui a marqué le monde. C'est parce qu'on s'en fout des Haïtiens. Non, Jean-Ernest, c'est cette histoire justement qu'on veut faire oublier. N'eût été de cette histoire de ce pays, tu penses qu'il serait traité comme ça? Mais on veut faire oublier parce que ça a été une arrogance. Mais quand on veut comme ça, quand on veut faire oublier cette histoire épopée qui a marqué l'histoire du monde, et quand je le dis, croyez-moi, je ne suis pas chauvin, je ne suis pas fou, je sais que chaque fois que je me pose la question, si cette guerre de l'indépendance n'avait pas donné l'indépendance à Haïti, si cette guerre n'avait jamais eu lieu, qu'est-ce que ce monde serait aujourd'hui? Est-ce que l'esclavage existerait encore aujourd'hui? Et je me dis à moi, oui. C'est pas parce que ça fait des siècles qu'on aurait... Regardez le type d'esclavage dans lequel on vit aujourd'hui. Ça s'appelle l'esclavage moderne. Hein? On n'a plus de chaînes, mais on est enchaîné. Hein? On est enchaîné, on a des contraintes de vie telles que on est l'esclavage de l'économique, de la richesse, la fortune, hein, n'est-ce pas? Tout le monde là. Alors, si cette chose-là n'avait pas eu lieu, le monde serait tout autre aujourd'hui, tout autre. Alors, si moi on essaye de faire en sorte qu'on oublie que le monde ne sache pas que ce pays est un grand pays qui a marqué l'histoire du monde, eh bien c'est à nous. Et c'est à Emmanuel Dubourg aussi à le rappeler. À Emmanuel Dubourg et à tous les autres. C'est à nous et à Emmanuel Dubourg aussi à le... Emmanuel Dubourg doit savoir qu'il a derrière lui la population de Montréal qu'il supporte dans quoi qu'il puisse vouloir faire pour démontrer que ce peuple-là, ce n'est pas un peuple d'imbéciles et d'abrutis seulement comme sont les dirigeants actuels, là, n'est-ce pas? Oui, mais moi, quand je dis Emmanuel Dubourg et les autres,
est-ce qu'à l'Assemblée nationale du Québec, vous avez connaissance qu'une seule fois la situation d'Haïti a été soulevée? Je ne crois pas, moi. Je ne crois pas. Alors que peu importe le créneau, quand on est visible, on a un certain pouvoir, on fait partie d'un gouvernement et qu'on est d'origine haïtienne, on devrait. Alors, On devrait. alors, quelquefois, Asma Jean-Emmanuel, on peut croire que l'autre pense, l'autre qui est en position est tellement bien placé et qu'il doit penser à tout, mais quelquefois, ça peut lui échapper. Alors, à partir de maintenant, Jean-Emmanuel, Asma Hortelou, on va demander à notre ami de l'Assemblée nationale, on va passer par Benjamin Franz, pour demander une motion spéciale qu'on soulève cette question-là d'Haïti qui vit des moments extrêmement difficiles. On va faire le même geste aussi, demander à Emmanuel Dubourg de faire en sorte que le dossier d'Haïti ne soit pas oublié au Parlement canadien, qu'il y ait une motion spéciale pour Haïti. Oui, ce n'est pas suffisant, il faut qu'il y ait de l'action. Arrêtez de me dire que le général a parlé et puis point barre. Ça veut dire qu'on n'a pas la capacité d'aider Haïti parce qu'on est en train de mettre en réserve tout ce qu'on a en termes de munitions pour l'Ukraine. Mais il n'y a pas qu'un seul pays dans le monde, mon Dieu. Exact. Mais c'est ça que je te dis, c'est un manque de respect. C'est un manque de respect envers Haïti. Pourquoi tu t'es ouvert la bouche pour dire? Oui, bon, il faut faire attention. Il faut faire attention parce que c'est politiquement incorrect. Ben, tu sais, Emmanuel, rendu là où je suis rendu, là, je m'en fous de la politiquement correcte. Je suis d'accord. Et je m'en fous de ça. Il y a un pays qui se meurt. Vous dites que vous voulez la participation des Haïtiens, mais au lieu de faire des semblants de sanctions à droite et à gauche, faites une commission, allez en Haïti pour s'asseoir avec les Haïtiens et débattre de cette sortie de crise-là. Moi, je ne vous demande pas d'aller tout seul en Haïti. Je ne veux pas de ça, moi-même personnellement. Mais allez-y, envoyez une commission qui va s'asseoir avec les Haïtiens pour travailler sur la façon de faire. Et c'est là qu'on va comprendre qu'on va réaliser que vous êtes sérieux dans l'aide que vous dites vouloir donner à Haïti. Maintenant que c'est quasiment consumé ce que vous aviez à faire, vous ne pipe mot, vous êtes allé à Saint-Michel hier pour dire quoi? Pour continuer à ridiculiser, à humilier cette communauté qui est aussi à terre que son pays. Et capitaliser sur une histoire de sanctions complètement inefficace. Complètement inefficace. Ben oui, puis ils le savent. Ils le savent. Sanctions efficaces, c'est vous confisquez les biens, vous faites quelque chose avec ces biens-là pour soulager la misère du peuple haïtien. Mais encore, mieux, sa sortie hier était plus pour blâmer les autres. C'était pour blâmer les Américains, les Européens, les Français, etc. Ils n'ont pas fait de sanctions contre les oligarques haïtiens. Mais vos sanctions Ils ont bien fait. Absolument. Exactement. On va ajouter du rien à rien, C'est ça va ça. faire 3 fois rien. Non, rien exposant deux. Alors, non, mais il faut... Non, sérieusement. Alors, on va se discipliner. Nous allons commencer action par action. Oui, demander à notre ami, on sait que s'il lui est possible, il va le faire, une motion à l'Assemblée nationale du Québec. Qu'il le rende motion à l'Assemblée... Pardon? Qu'il le rende possible. Une motion à l'Assemblée nationale du Québec. On va demander la même chose en passant par notre député de Bourassa, une motion aussi au Parlement canadien. Et puis après, les autres étapes, oui, la commission, mais que ce soit une commission dans laquelle on puisse avoir des Haïtiens de la diaspora. Tout à fait.
Oui, et puis, alors moi, ce que je, je veux croire, et je crois, que en disant ça ce matin, là, nous sommes sincères. Et moi, je prends la garantie sur le dos du directeur. Quand CPAM vous promet quelque chose, il le fait. Moi, j'ajoute, et ça, c'est moi qui ajoute. Si, après ces démarches-là, puis ce n'est pas une menace, même quand on dit que c'est tout de suite la menace. Bon, bref. Après, après ces actions-là, si la communauté par la voix de CPAM n'est pas entendue, ben on va chercher des collaborateurs ailleurs. Il y a d'autres partis qui existent au Canada. On va chercher de la collaboration ailleurs pour parler d'Haïti là où se trouve le pouvoir. Parce que ce n'est pas normal. Alors, les Haïtiens qui nous écoutent doivent comprendre que ce que nous sommes en train de faire là, on est bien conscient que peut-être on est en train de déranger bien des gens qui ont un plan pour Haïti que les Haïtiens ne connaissent pas et qui peuvent s'offusquer du fait qu'on soit en train de déranger leur plan. Ça veut dire que l'intégrité de cette radio-là peut être menacée. Moi, je vous assure, là où je suis rendu là, je m'en contrefiche tant qu'il me reste encore un filet de voix et quelques moyens, parce que la radio, c'est le moyen dont on dispose dans la communauté. Ouais, il faut mettre tout ça pour sauver ce qui peut être sauvé encore d'Haïti. Parce qu'on est rendu à un niveau vraiment où ça ne va vraiment plus. Ça ne va vraiment plus. Il ne reste absolument rien. Je regarde les Haïtiens d'Haïti. Allez croire que les Haïtiens, moi je me suis posé plusieurs questions. Pourquoi ces Haïtiens se comportent comme ils se comportent aujourd'hui, alors qu'à l'élection d'Aristide en 91, il y avait une forme d'organisation d'autodéfense des quartiers qui s'appelait Brigade de vigilance. Pourquoi ils ne font plus de brigade de vigilance? Pourquoi il y a un groupe bien organisé à Carrefour et qu'à Martissan, on n'est pas ça, dans le reste de la grande ville de Port-au-Prince, il n'y a pas cela. Mais je ne peux pas dire tout à fait c'est de la faute de ces Haïtiens-là qui sont tellement devenus lâches qu'ils ont peur de se défendre, de s'auto-défendre. Je ne peux pas. Il y a une circonstance qui fait en sorte que ça soit comme ça. Alors aujourd'hui, ces Haïtiens attendent beaucoup de nous de la diaspora. Aujourd'hui, on peut parler, et puis moi je suis certain que le mieux qu'ils puissent faire là, c'est de fermer la radio. Ah ben, fermer la radio, ben on va... Ouais, mais Jean-Emmanuel, tu ouvres les yeux. Bon, on ne sait jamais quand on est dans le goulag ou on ne sait jamais. Hein? Non. Tu m'as toujours dit que les démocraties... Mais à la guerre comme à la guerre. Ah, ben voilà. Et puis si on perd la radio, ben on ira sur le béton. Ah non, ça sera l'Ukraine. Ah ben oui, on va faire la radio, je ne sais pas. Tranchée, guerre de tranchées. Ah non, on sera plus dangereux. N'importe quoi. Ce pays nous a tellement donné. Absolument. Absolument. Et on va pas tout dire. Oui. L'autre jour encore, Asma, dans les couloirs, tu aurais dû nous voir comment on s'est payé la tête de Jean-Emmanuel comme petit bourgeois de Port-au-Prince, n'est-ce pas? Au déjeuner, on ne dira pas avec qui, Emmanuel, alors que les autres parlaient de Air Force One pour déjeuner et peut-être souper, n'est-ce pas? Eh bien, c'est dans un pays comme ça que la plupart des Haïtiens ont été élevés par des Madame Sarah, n'est-ce pas,
Et ma mère en était, hein, Madame Sarah, pour nous envoyer à l'école et croire et espérer qu'on fasse de ce pays un bon pays, parce qu'à l'époque déjà, c'était un bon pays. On ne croyait pas que c'était un bon pays, mais là, encore pire. Tout ça pour ça. Tout ce travail de ma mère et des mères, Madame Sarah, hein, autres, n'est-ce pas? Eh bien, pour ça, pour nous retrouver dans le bas-fond. Aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons à faire pour ce pays? Qu'est-ce que nous avons à mettre comme poids pour ce pays, pour défendre l'intégrité de ce pays? Eh bien, c'est ce que nous avons. Hein, nous n'avons pas les armes de l'Ukraine, mais nous avons les armes, la force, le poids des mots, pareil. Eh bien, il faut utiliser ce que nous avons pour défendre ce pays. Et on va pas tout dire. De toute façon, c'est une première parce que là, on va vraiment se concentrer sur les actions à mener. Et Pierre-Emmanuel, il faut dire le mot à nos auditeurs. La mobilisation commence là. Et ça va commencer doucement, tranquillement, avec les approches que Jean-Ernest a énumérées tout à l'heure, demander aux élus de déposer des motions là où ils se trouvent pour qu'on parle d'Haïti. Et aussi, Jean-Ernest, il faut impliquer la ville de Montréal là-dedans également. Hein? Pour que sur toutes les tribunes, on parle d'Haïti. Ça, c'est la première étape. Et on va continuer. Parce que moi, je crois dans la force non, ça, c'est la première étape visible. Oui. Parce que la mobilisation doit être généralisée. Donc, la première étape visible, c'est ce que tu viens de dire. Tout à fait. Tout à fait. Et puis, il faut aller chercher cette mobilisation à travers la diaspora. Peu importe où est-ce qu'elle se trouve. D'ailleurs, aujourd'hui, Jean-Ernest aura une entrevue avec quelqu'un qui fait dans la radio également. Bon, on va essayer de la sensibiliser à ça pour que le mot se passe ailleurs. Parce qu'on ne peut pas laisser tomber Haïti. On n'a pas ce droit-là de laisser tomber Haïti. Et je vous garantis, une fois que ça prend corps, eh bien, on serait surpris de voir l'attitude des Haïtiens en Haïti changer. Alors, Jean-Emmanuel, avec Asma et Mélissa, on est en train de faire une démarche pour avoir une autre entrevue, pas celle d'aujourd'hui, Asma. J'espère avoir cette entrevue-là. Mais vous imaginez comment ces gens-là n'ont aucun respect pour les Haïtiens. Sinon, s'ils ont du respect pour les Haïtiens, mais c'est les Haïtiens qui se trouvent proches d'eux, comme Justin peut avoir du respect pour Emmanuel Dubourg, proche de Justin, n'est-ce pas? Et pour Marjorie, proche de Justin. Mais en général, on n'a pas beaucoup de respect pour ces Haïtiens. Vous imaginez, à la Maison-Blanche, Jean-Emmanuel, celle qui porte la parole pour Joe Biden, c'est une personne d'origine haïtienne. Celle qui porte la parole pour un président, c'est une personnalité importante, en tout cas à ma compréhension des choses. Il lui suffirait de lâcher une bombe et puis ça y est là. Oui, mais on ne peut pas faire ça comme ça, mais ça c'est une autre histoire. On ne peut pas faire ça comme ça. Faire ça comme ça. Non, je dis que je parle de respect. Est-ce que ce président-là respecte cette personnalité-là de qui son pouvoir jusqu'à un certain point dépend? Peut-être qu'il se sert de cette personnalité-là justement pour pas que les gens pensent qu'ils n'aiment pas les Haïtiens. Il y a tout ça aussi. Oui, elle est compétente. Oui, elle est à la bonne place. Mais... De toute façon,
De toute façon, l'attitude de Joe Biden depuis son arrivée, c'est pas une attitude respectueuse, c'est pas le Joe Biden qu'on a vu dans la cour de Little Haïti, un genou par terre, en train de faire toutes les promesses possibles et imaginables. Et je te rejoins sur le fait que probablement le choix de Karine a été un peu pour dire je vous ai donné quelque chose, je vous ai donné un os et un os visible. Tu comprends? Donc et c'est comme si la bataille s'arrêtait là, comme on l'a dit, on le répète, pour les personnes racisées, pour un média défendant justement les communautés racisées, particulièrement la communauté haïtienne, ce serait se fourrer le doigt dans l'œil pas jusqu'au coude, mais jusqu'aux orteils, que de croire qu'on va laisser rester les bras croisés par rapport à une situation qui est en train de se détériorer. Nous avons des morts dans la tête. Je ne dis pas sur la conscience, mais nous avons des morts dans la tête. Tu te réveilles à 2 heures du matin avec un coup de fil d'Haïti et on te dit que tu as quelqu'un qui doit aller à l'hôpital, mais on ne peut pas franchir, Dikini. Le médecin, donc tu es avec l'angoisse. Chez la personne, mais il faut lui trouver un galon d'essence. Oui, il faut lui trouver du transport, ou bien au moins un galon d'essence, mais là, dans ce cas-ci, c'est plus. C'est risqué d'aller chercher le médecin qui se risque aussi, qui prend des risques également. Donc, est-ce que c'est un pays invivable? C'est la réalité d'Haïti. Alors, si nous qui sommes à l'extérieur, on a cette capacité, cette liberté, des fois, vous allez m'entendre dire malachon, mais c'est bon, parce que c'est pas toujours la vraie, parce que je viens de pousser la chose pour dire, si nous sommes en train de les emmerder, ils peuvent, mais nous devons faire quelque chose. Absolument. Nous devons absolument prendre nos responsabilités vis-à-vis de ce pays-là. On a été gâtés parce que moi, quand je regarde des cousins que j'ai, qui n'ont pas eu le privilège que j'ai eu, moi, non, je dois me compter chanceux, n'est-ce pas, et faire ma part pour ce pays. Et puis, il n'y a aucun poids historique. On fait partie d'une grande organisation et on paie d'ailleurs notre carte de membre beaucoup plus souvent que d'autres. On fait partie d'un monde, on subit les contre-coups de ça. Ce sont eux qui, en grande partie, et là je rejoins Asma, décident quand faire, quoi faire, etc. Alors là, aujourd'hui, ils ne peuvent pas décider de nous laisser mourir. Non. Et c'est cette position, le jugement de l'histoire sera du côté de ceux qui auront choisi de défendre leur pays, quitte à demander cette coopération internationale. Ce n'est pas du côté de ceux qui vont choisir, soi-disant au nom de principes sur lesquels je ne porterai pas de jugement, parce que quand tu as des familles entières qui sont tuées, le principe humanitaire voudrait que d'abord et avant tout, ça soit l'assistance à personne qui est en danger. En tout cas, moi, je pense que on a dit ce que j'ai toujours cru, ce en quoi j'ai toujours cru, c'est que nous avons un rôle à jouer. Nous avons quelque chose à faire. Est-ce qu'on va réussir à 100%? Mais au moins, on aura essayé. On ne restera pas indéfiniment les bras croisés à attendre M. X, M. Y, que ça soit de l'extérieur, de l'étranger, que ça soit des Haïtiens de l'intérieur, parce qu'on a tendance
souvent à dire, les Haïtiens en Haïti ne font rien. Mais ça, c'est leur problème. Nous sommes tous des Haïtiens. Il n'y en a pas un qui a plus le droit ou plus le pouvoir de faire quelque chose pour ce pays. Nous avons tous une obligation d'appuyer ce pays, de faire les démarches là où on est pour aider ce pays-là. Et voilà. La phrase aujourd'hui, c'est « Gardez-vous de vous croiser les bras dans l'attitude stérile du spectateur. »